une perspective européenne sur les modes de régulation des drogues, mais je vais me limiter à 2 pays qui ont choisi des politiques des drogues complètement opposées, donc le pays dans lequel je réside, qui est la France, et puis le Portugal, donc, qui a été présenté tout à l'heure, enfin l'expérience portugaise qui a été présentée par Serge de manière extrêmement stimulante. Mais nous, en Europe, en tout cas, la vision qu'on a du Portugal, parce qu'on est très en retard sur les politiques des drogues par rapport au Canada, est un petit peu différente. Parce qu'en fait, on compare, comme je le disais, à ce que nous, on vit et on est vraiment très, très en retard. Par rapport au Canada et également par rapport au Portugal. Donc, je suis chercheur à l'INSERM, mais je suis également membre du conseil scientifique de l'Observatoire européen des drogues et des addictions, le MCDDA. Et donc, c'est aussi à ce titre-là, après avoir échangé avec mes collègues de l'MCDDA, que je vais pouvoir vous parler un petit peu du Portugal. Donc, j'aurai deux grands temps dans ma présentation. Un temps d'abord un peu général, où je vais parler surtout des limites de la prohibition et des difficultés qu'on peut avoir également à évaluer les modèles de régulation. Et puis ensuite, je présenterai les 2 exemples. L'exemple français de manière un petit peu détaillée, l'exemple portugais de manière un peu plus rapide, et puis surtout je comparerai les effets des 2 politiques en France et au Portugal. Alors, déjà, je voulais commencer sur la question de la légalisation du cannabis et du débat scientifique. J'ai beaucoup aimé les présentations qui ont eu lieu juste avant la mienne, parce qu'en fait, ça m'a renforcé dans l'idée que c'est vraiment très compliqué en fait de parler des questions de drogue et de parler d'évaluation des politiques des drogues, parce qu'on a des biais, alors, soit des biais scientifiques pour évaluer ces mesures, mais également des biais qui sont très liés aux représentations, comme l'a montré David tout à l'heure. Et donc, en fait, il faut quand même avoir en tête que sur la question de la légalisation du cannabis, on a quand même des réformes qui sont récentes et que la mesure d'impact, elle est complexe. Et moi, dans mon pays, en ce moment, il y a beaucoup de débats, alors qu'il n'y en a pas eu pendant des années, sur comment mettre en place des alternatives à la prohibition. Et je vois très bien que les scientifiques vont mobiliser les données du débat, les données probantes qui sont produites dans un cadre scientifique, aussi en fonction parfois des intérêts qu'ils souhaitent défendre. Donc même avec les données disponibles, on peut avoir effectivement une vision de la légalisation qui va être diversifiée. Ensuite, il y a d'autres éléments aussi qui rendent compliqué, je trouve, les débats scientifiques sur la légalisation du cannabis. C'est qu'il y a plein de facteurs extérieurs qu'on prend rarement en compte dans le débat, et également des biais de confusion qui existent pour mesurer les effets des politiques. Par exemple, sur le Canada, j'ai assisté régulièrement là, ces derniers temps en France à des débats parlementaires autour de la question de la légalisation du cannabis. Et l'exemple canadien est souvent présenté dans ces débats. Donc, soit on le présente de manière positive en prenant les données de Statistique Canada qui montrent, par exemple, que depuis 2019, vous avez vu plutôt une diminution de la consommation chez les jeunes, parce que nous, en France, en tout cas, on est vraiment sur cette idée que c'est les jeunes, vraiment, il faut voir quels sont les effets chez les jeunes, que si la consommation, elle augmente un peu chez les adultes, c'est pas très grave, mais il faut surtout pas qu'elle augmente chez les jeunes. Et donc, en fait, on est très attentif, en tout cas, les politiques sont très attentifs à cet indicateur-là. Mais par contre, je vois que parfois, je peux avoir, dans le débat français, des politiques ou des scientifiques qui vont utiliser l'année 2020 avec la question du confinement, où là, il y a une petite augmentation de la consommation chez les jeunes, et tout d'un coup, le débat va être, vous voyez, la légalisation du cannabis, ça ne marche pas, sauf qu'en fait, on sait très bien que l'augmentation, elle est aussi en lien avec le confinement, et donc ça, c'est un facteur important. Sur la question des facteurs extérieurs qui peuvent aussi jouer sur la question des effets des politiques, c'est par exemple quand on envisage, sur la question de la légalisation, un dispositif d'accès sous-dimensionné. Et donc, c'est ce qui s'est passé en Uruguay. Donc, parfois, le modèle uruguayen, par exemple, est présenté comme ayant des limites parce que
il y avait un dispositif d'accès qui était sous-dimensionné. Et puis un autre problème très très important dont on parle peu, c'est le problème de la comparabilité des données avant-après. On utilise souvent des données de consommation en population générale avant la mise en place de légalisation, après la mise en place de la légalisation, c'est des données parfois qui ne sont pas issues des mêmes études. Et même quand elles sont issues des mêmes études, on oublie de mentionner un élément très important qui est la question des biais de désirabilité sociale. Et je ne comprends pas pourquoi on ne l'évoque pas dans le débat, parce que ça me semble tellement évident que quand vous vivez dans un pays comme le Canada où le cannabis est légalisé, ça va être beaucoup plus facile de dire que vous consommez. Quand vous vivez dans un pays comme la France où le cannabis est l'objet de répression, ça va être beaucoup plus difficile de dire qu'on consomme. Et donc j'imagine qu'au Canada, quand il n'y avait pas la légalisation, les gens avaient plus de mal à dire qu'ils consommaient. Donc, il y a vraiment, je pense, une réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on mesure, en fait, en termes d'effet des politiques. Et puis, l'autre élément qui rend compliqué également le fait d'avoir un point de vue très précis sur les effets de ces politiques, c'est qu'on parle de légalisation du cannabis, mais on oublie souvent qu'en fait, ces modèles, enfin, en tout cas du point de vue de la France, ces modèles de régulation, ils sont très différents. Il y a des modèles concurrentiels, étatiques, des logiques de santé publique et des logiques économiques qui peuvent prévaloir selon les pays. Alors, par contre, ce qui est très bien documenté, c'est les impacts négatifs de la prohibition, de la criminalisation des drogues, parce que ça existe depuis longtemps. Donc, en fait, on a vraiment du recul. Donc, ce qu'on sait, c'est que dans les pays qui sont prohibitionnistes, comme le mien, on a un marché des drogues de grande ampleur qui est hors de contrôle par rapport au gouvernement. Et que quand on cherche à contrôler le marché des drogues par la répression, en fait, souvent on rend encore plus dynamique les groupes criminels qui vont adapter en permanence leur stratégie pour échapper aux sanctions. Donc il y a cet effet ballon qui a été très bien décrit dans différents pays. Donc ça, c'est le premier élément. Les effets négatifs donc, de la prohibition sur la question du marché. Et également, il y a des effets très négatifs donc, sur la question du contexte social de la consommation, qui ont été aussi très bien documentés dans la littérature, puisque quand vous êtes un usager ou une usagère de drogue et que vous consommez dans un contexte prohibitionniste, vous êtes fragilisé par rapport à votre santé, vous allez avoir plus facilement des overdoses, être plus facilement contaminé par des maladies infectieuses, avoir plus facilement des troubles de santé mentale parce que votre usage est stigmatisé. Il y a des problèmes d'insertion plus importants parce qu'en fait, ça va être plus compliqué pour un employeur de vous embaucher si on se rend compte que vous êtes usager. Des problèmes d'inclusion sociale et bien sûr, ça a été évoqué tout au long de la journée, les politiques prohibitionnistes renforcent la stigmatisation et rendent beaucoup plus compliqué la mise en œuvre de politiques de santé publique. Et donc, je pense qu'on peut dire que l'environnement dans lequel les individus consomment est tout aussi délétère que les produits eux-mêmes. Et donc, quand on consomme dans un contexte prohibitionniste, les effets qu'on va avoir de la consommation sont parfois tout autant dus à ce contexte produit. Alors, un autre élément qui est important également, quand on compare par exemple ce qui se passe en Europe, c'est qu'il n'y a pas de relation causale entre les politiques prohibitionnistes et la prévalence, l'incidence et l'âge de l'initiation aux drogues. Souvent, on a tendance à penser, donc Ignacio vient de le rappeler tout à l'heure, que si on criminalise l'usage, on va faire peur, il va y avoir une punition, et donc les individus vont se mettre tout d'un coup à ne plus consommer, et donc ça va diminuer considérablement la consommation. Dans mon pays, ce n'est pas du tout le cas, je vais vous le montrer tout à l'heure. Moi, je vis dans un pays où la répression de l'usage est très forte, et on a le niveau de cannabis chez les jeunes le plus important en Europe. À l'inverse, la Suède, qui est aussi un des pays d'Europe qui réprime le plus l'usage de drogue, a des niveaux de consommation beaucoup plus bas. Donc en fait, il n'y a pas de relation causale, contrairement à ce que pense le législateur et les politiques sur le fait que quand on interdit l'usage, tout d'un coup, les personnes vont arrêter de consommer. Alors, les dommages liés à la guerre à la drogue sont très bien documentés donc à l'échelle locale, nationale et internationale. Il y a deux pays qui sont souvent présentés en contre-exemple. Donc la Russie, qui a une épidémie de VIH extrêmement importante chez les usagers de drogue parce que la prohibition des drogues rend impossible la mise en place de politiques de réduction des risques. Les usagers sont emprisonnés, il y a des sevrages forcés. Aux États-Unis, alors il y a la question de la légalisation du cannabis, que vous
là où ils sont beaucoup plus avancés que chez nous. Par contre, la prohibition qui s'applique sur tout un tas d'autres produits fait que cette guerre à la drogue a donné lieu en fait à une incarcération massive donc des Afro-Américains, le dépistage des drogues qui est généralisé dans les entreprises, une épidémie d'overdose qu'on connaît aujourd'hui, et qui est principalement liée bien sûr à la présence aussi de certains produits, mais pas uniquement, au manque d'investissement aussi dans les services de santé et dans l'état social. Et donc c'est dans ce contexte-là, dans ce contexte d'échec de la guerre à la drogue qui a été très bien documenté dans la littérature, qu'on a ce mouvement international vers des modèles de régulation plus tolérants, qui peuvent aller jusqu'à la légalisation du cannabis dit récréatif. Je le mets entre guillemets parce que je partage effectivement complètement l'avis de Lise Beauchesne sur le fait que c'est très compliqué de distinguer récréatif et médical, ça n'a pas de sens. Nous, dans les études, par exemple, qui sont menées en France sur les motivations à consommer du cannabis, la question de l'usage, utiliser du cannabis par exemple pour mieux dormir, pour être moins anxieux, sont des usages à visée thérapeutique et pourtant c'est qualifié d'usage récréatif. Et donc ces nouveaux modèles de régulation, ils s'inscrivent donc dans une logique de réduction des risques, de santé publique, mais aussi une logique de droits humains et de justice sociale. Alors, je voulais aussi présenter rapidement donc, une publication donc, qui a été faite par Adam Shale dans BMG Open en 2020, où il a essayé de faire une revue de... Enfin, il n'a pas essayé, il a fait une revue de littérature sur la question des impacts des modèles politiques de légalisation, de décriminalisation, en mettant en évidence voilà, les avantages, les effets positifs et les limites de ces modèles. Donc, ce qu'il a montré dans sa revue de littérature, et c'est complètement contre... ça va complètement à l'encontre de ce qui est dit dans le débat public. Donc il a montré en fait que dans les pays qui ont décidé de décriminaliser ou de mettre en place des alternatives à la prohibition, l'accessibilité perçue des substances ne semble pas évoluer. C'est-à-dire que souvent, les politiques ont la crainte de se dire « Ah ben si on légalise, les drogues vont apparaître vraiment très accessibles et tout le monde va vouloir consommer plus ». Et donc ce qu'il montre dans sa publication, c'est que ce n'est pas le cas. Par contre, ce qu'il montre, c'est que souvent il y a une hausse des accidents de la route, même s'il dit qu'il y a faible niveau de preuve des études disponibles, qu'il y a une hausse des appels dans les centres antipoison et les accidents d'exposition non intentionnelle des enfants au cannabis. Mais à l'inverse, il montre dans son travail qu'il y a une diminution donc, du recours aux urgences en lien avec les autres produits et une diminution des overdoses mortelles. Il montre également que l'accessibilité accrue au cannabis est associée à une diminution de la prescription de médicaments opioïdes et d'autres médicaments psychotropes, et là, qu'il y a un fort niveau de preuve dans ces études. D'ailleurs, il y a quelques jours, l'équipe de Vancouver, de MJ Milloy, a publié un article mettant en évidence que le cannabis était de plus en plus utilisé par des usagers d'opioïdes pour limiter leur consommation d'opioïdes. Alors, je vais passer maintenant à la deuxième partie de mon intervention et à la question donc, du modèle français et du modèle portugais, et je vais m'attarder un tout petit peu plus longtemps sur le modèle français. Alors, la France a une des législations donc, les plus répressives d'Europe en matière d'usage de drogue. Et alors, elle s'explique d'un point de vue historique de manière très simple, et ça fait vraiment de manière politique écho à ce qui a été dit tout au long de la journée. C'est qu'en fait, la loi qui régit les drogues en France a été votée le 31 décembre 1970, quelques années après les mouvements étudiants de mai 68. Et donc, ce qu'ont montré les historiens et les sociologues qui ont travaillé sur ces questions, c'est que pour les parlementaires français, criminaliser l'usage de drogue était en fait un moyen de criminaliser les jeunes révolutionnaires de mai 68, qui étaient perçus comme venant contester l'ordre politique et social établi. Et pour les parlementaires conservateurs français de l'époque, tous ces jeunes étudiants de mai 68 étaient des consommateurs de drogue. Donc, ils considéraient qu'ils fumaient tous du cannabis, qu'ils prenaient tous du LSD. Et donc, ce que se sont dit les parlementaires, c'est très visible dans l'analyse des débats parlementaires de l'époque, c'est qu'en fait, si on criminalisait, si on mettait en prison ces étudiants consommateurs de drogue, eh ben, l'ordre social allait être rétabli. Donc, on voit très bien, en France comme aux États-Unis, que la guerre à la drogue, en fait, elle est souvent utilisée à d'autres fins que le fait de réprimer simplement l'usage.
Donc, dans le cadre des États-Unis, donc il y a cette logique ethno-raciale qui est très bien documentée. En France, elle est un peu moins documentée, mais on a quand même de plus en plus de données là-dessus. Mais en tout cas, là où on a des données très fortes, c'est sur la question de l'utilisation, en tout cas, de la guerre à la drogue pour criminaliser les jeunes perçus comme contestataires. Alors, on a une nouvelle loi, enfin, un nouvel outil dans l'arsenal législatif répressif en France, c'est ce qu'on appelle l'amende forfaitaire délictuelle, et qui a été présenté par notre gouvernement comme un moyen d'éviter que les usagers de drogue français aillent en prison. Sauf qu'en fait, l'amende forfaitaire délictuelle, elle a fait augmenter considérablement les arrestations d'usagers de manière extrêmement importante. Donc, c'est pas du tout une forme de décriminalisation, loin de là. Et surtout, elle a renforcé les inégalités sociales parce que les données disponibles montrent que voilà, tous les départements ne sont pas touchés de la même manière et qu'il y a des usagers, en particulier ceux des quartiers les plus pauvres et ceux appartenant à des minorités ethniques qui sont beaucoup plus souvent arrêtés que les autres. Et par ailleurs, une proportion très importante de ces amendes ne sont pas payées. C'est 200 €, ça peut aller jusqu'à 450 €. Et donc, en fait, ça montre que c'est une mesure qui est totalement inefficace. Alors, le débat sur les alternatives à la prohibition, il a été confisqué pendant des décennies en France. On ne parlait pas de ces questions parce que les politiques, qui soient de droite ou de gauche en France, considéraient que si on parlait des alternatives à la prohibition, ça allait être considéré comme une forme de prosélytisme. Mais depuis 2000, il y avait uniquement les écologistes, le Parti des Verts, qui acceptaient de se positionner sur ces questions-là. Depuis 2020, et je me demande si ça n'a pas quand même un peu... si c'est pas en lien avec ce qui s'est passé au Canada et au Québec, donc le fait que vous ayez décidé de légaliser le cannabis, comme vous êtes un pays ami, considéré comme sérieux, il y a eu, je pense, un intérêt plus important de la part des politiques français à se dire, mais si les Canadiens le font, peut-être qu'on pourrait le faire aussi. Et donc, on a de plus en plus de rapports parlementaires transpartisans qui sont portés à la fois par la droite et la gauche française, et également par le centre, qui font le constat de l'échec de la prohibition et qui souhaiteraient proposer une nouvelle voie nécessaire. Alors, très rapidement, parce que j'ai vu qu'il me restait pas beaucoup de temps, je voulais vous montrer aussi le fait que, voilà, on a une politique très répressive, mais on a des niveaux de consommation donc, qui sont élevés, et qui ne cessent d'augmenter au fil du temps, depuis les années 90 jusqu'aux années 2020. Donc, le niveau d'expérimentation du cannabis est passé de 13 à 45%. Donc, on voit que la question de la prohibition et la question de l'interdit de la prohibition n'empêche pas les personnes d'expérimenter le cannabis. Ce qu'on voit également chez les jeunes, à 16 ans, à partir des données ESPAD, donc de l'enquête OFDT, plus le pays est foncé, plus le niveau d'usage du cannabis au cours du mois est élevé. Donc vous voyez en fait que la France a, avec l'Italie, et je pense que avec l'Italie, les niveaux les plus élevés. Par contre, vous voyez que le Portugal, eux, ils sont beaucoup plus clairs. Donc, c'est 13% d'usage de cannabis au cours du mois à 16 ans en France, 6% au Portugal. Alors, les enquêtes d'opinion, donc l'enquête Europe menée par l'OFDT en 2018 sur la légalisation du cannabis montre des opinions très diversifiées en fonction, si on parle de cannabis médical ou de légalisation donc, pour l'usage dit récréatif. La grande majorité des Français donc, sont favorables au cannabis médical. Par contre, sur les questions de légalisation, ce qu'on voit, c'est qu'on a 45% des Français qui y sont favorables, mais que ça change beaucoup. Donc en orange clair, ce sont les consommateurs, et en rouge foncé, ce sont les non-consommateurs. Donc en fait, les opinions, elles sont très liées au fait d'avoir expérimenté ou pas. Par contre, quand on regarde les évolutions au fil du temps, quand on compare déjà entre 2013 et 2018, et là l'enquête va être renouvelée bientôt, on voit que la proportion de Français qui ne sont pas du tout d'accord diminue, puisqu'on est passé de 57% à 40%. Et un autre élément qui est très intéressant, c'est de voir en fait que
Les Français qui sont favorables au tour répressif, qui se montrent radicalement opposés à tout assouplissement législatif, ils sont très peu nombreux, 7%. Et ceux qui souhaiteraient une légalisation totale du cannabis sans cadre de santé publique, ils sont très peu nombreux aussi. Donc en fait, c'est plutôt les positions modérées en fait, et ce qu'on appelle les réformateurs prudents ou les modérés, ou les conservateurs mais qui sont opposés à la peine de prison, qui constituent donc le gros de l'échantillon. Alors, je vais maintenant passer rapidement au modèle portugais. Alors, le modèle portugais tel qu'il est vu de France, dans un pays, de France dans un pays voilà, qui est très répressif vis-à-vis de l'usage de drogue. Donc, on en a une vision un peu différente, même si effectivement, je suis très sensible, très intéressante l'analyse qu'on a fait Serge tout à l'heure. Donc, le Portugal a décriminalisé les usages de drogue depuis 2001, et c'est important de rappeler dans quel contexte en fait ça a été fait. Au Portugal, dans les années 90, c'est un pays d'Europe qui a dû faire face à une épidémie de VIH extrêmement importante chez les usagers de drogue, une épidémie d'overdose aussi très importante. Et donc, en fait, il y avait de très nombreuses familles portugaises qui étaient touchées, qui avaient des enfants, des cousins, des proches qui mouraient en fait de l'héroïne. Et donc, c'est à la fois cette sensibilité de l'opinion publique et une volonté politique de se dire, en fait, la guerre à la drogue, ça ne marche pas, qui a fait que le modèle de décriminalisation portugais s'est mis en place, mais il s'est mis en place vraiment dans une approche de réduction des risques en lien avec la question de la santé publique et du VIH. Alors aujourd'hui, ça a été rappelé tout à l'heure, la position de drogue de l'UE à l'apparition devant des commissions de dissuasion de la toxicomanie. Et c'est vrai que le nom en soi est très stigmatisant, donc ça montre effectivement toutes les limites de ce dispositif. Donc l'évaluation des besoins des usagers, elle se fait principalement autour du fait est-ce que les personnes sont addictes ou pas, et donc la réponse elle est plutôt sur la prise en charge, le traitement et la santé publique. Alors, vu d'Europe, on considère que c'est une approche qui est beaucoup plus centrée sur les droits humains que la prohibition, qui est également ancrée en santé publique, et puis je vais vous montrer tout à l'heure. C'est une approche en fait qui a surtout fait la preuve sur son efficacité sur la diminution de mortalité liée à l'usage de drogue. Donc là-dessus, ils ont vraiment eu de très bons résultats, et ils ont permis également d'améliorer l'accès au traitement de la dépendance, même s'il y a eu une petite période où à cause de la crise économique qui a touché très fortement le Portugal, l'accès aux soins était un petit peu plus compliqué parce que, en fait, il y avait beaucoup moins d'argent pour le traitement en lien avec la crise économique. Mais c'est un modèle qui n'abandonne pas ni la dissuasion et ni la prévention, et donc en fait en Europe, le modèle portugais, il est qualifié d'approche équilibrée. Et un des résultats qui est intéressant du modèle portugais, en tout cas c'est comme ça qu'il est beaucoup mobilisé en France par les politiques, c'est qu'il ne s'est pas accompagné d'une augmentation importante des niveaux d'usage de drogue, et ça, nous au niveau politique français, vraiment la crainte, mais je pense que c'est dans d'autres pays aussi, c'est de se dire si on arrête la prohibition, la consommation va augmenter, si on décriminalise, ça va augmenter, et c'est pas ce qui s'est passé au Portugal. Par contre, les limites du modèle portugais, on l'a vu tout à l'heure, c'est que ça ne résout pas la question de l'offre, ça ne résout pas la question de la criminalité du trafic, ni la question du contrôle de la qualité des produits. Alors, pour terminer, j'ai une dernière diapositive en fait qui compare, donc c'est des données de l'EMCDDA, qui compare en bleu la France, en rouge le Portugal et en vert le niveau moyen en Europe. Donc vous voyez que quand on regarde à partir des données de l'EMCDDA, les données d'expérimentation du cannabis chez les 15-64 ans en France et au Portugal, donc on est sur un ratio de 1 à 4. Quand on regarde l'usage dans l'année, on est sur un ratio de 1 à 3, c'est-à-dire beaucoup plus élevé en France. Les demandes de soins liées au cannabis sont beaucoup plus
plus importante en France parce qu'on a un nombre d'usagers beaucoup plus important. Et par contre, le Portugal est aujourd'hui le pays d'Europe qui a le nombre de morts liés à l'usage de drogue, de cas par million, qui est le plus bas. Et donc, en fait, un des effets principaux de ce modèle de décriminalisation, c'est vraiment d'avoir fait baisser la mortalité. Donc, en fait, c'est un modèle qui a vraiment été efficace en termes de santé publique sur la diminution des overdoses, sur la diminution des contaminations par le VIH, malgré effectivement les limites de ce modèle. Et ben, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention.